Salut à tous, bienvenue dans Ciné Série et compagnie qui vous invite comme chaque semaine à traverser les écrans histoire de voir le monde autrement. Grâce à des artistes cultes. Dans l'extra interview, Skin, charismatique leader du groupe Skunk Anansi, partage son amour aussi bien pour les films de Tarantino que pour les comédies musicales surannées et avoue sa prédilection pour les personnages féminins complexes. Ça tombe bien, à quelques jours de la journée de la femme, Madame Esseri a décidé de répertorier de grands moments de féminisme sur petit écran et ça, on aimerait bien qu'il y en ait 365 jours par an. Au menu du screen parfait, une belle leçon de mise en scène, signée Grand Corps Malade et Mehdi Idir, autour du très autobiographique Patient. David Lynch dans tous ses états créatifs et notamment picturaux, c'est dans un documentaire The Art Life. Et tout de suite, un véritable déluge d'adrénaline, de musique et de nostalgie. Danny Boyle nous offre enfin la suite de Trainspotting. Hello, Mark. So what you been up to for 20 years? Elles sont souvent décevantes, les suites de ces films générationnels qui nous ont tant marqués. Mais en redonnant vie 20 ans après aux Écossais déjantés de Trainspotting, Danny Boyle réussit son coup. La folie est toujours là, la mise en scène hallucinée et la musique électro-rock aussi. Ewan McGregor, Robert Carlyle et toute la clique reprennent leur rôle avec délectation, même si les junkies inconscients du premier volet ont laissé place à des hommes perdus dans un monde qui va bien trop vite pour eux. Choose life. Choose Facebook, Twitter, Instagram, and hope that someone, somewhere cares. Missed you, mate. I missed you too, Spud. In 1996, I was 20, and Trainspotting had such an impact on me. I spent a year listening to the soundtrack over and over. As a director, when did you realize that it had become a cult film? So there's a street in Glasgow called Sauchiehall Street. It's a famous shopping street. And I was walking down, this is after the film was released, and I was walking down the street and this guy came running out of a record store. And he came running, like really violently running, and he stopped in front of me like that. And I thought, and he just stopped and he just looked at me like that. He said, fucking great film, like that. And then he ran back in, he was nearly crying. And I remember thinking, wow, okay. I mean, if you can speak to somebody like that who would never run out of a shop, you know, he wasn't starstruck or anything like that. He'd just seen somebody who'd made the film, and the film was his film. That was you could see it was his film, and so it's that for me, more than all the publicity and stuff like that, things like that, you know. How many times have you watched the film over the years? I mean, barely at all. You watch it so many times when you make them that you very rarely go back to them. I mean, I watch them sometimes a little bit over my daughter's shoulders. If they're watching it like that, I'll see it over their shoulders or something like that, but to write the yes, the to sequel. prepare. We did watch it, and we watched it once in the editing. We had a screening. In the morning we showed the old film, and in the afternoon we showed the new film to help us in the editing, just to kind of balance them out, kind of thing, you know, because we wanted the films to speak to each other really in a way. Choose reality TV, slut-shaming, revenge porn. Choose a 0-hour contract, a 2-hour journey to work, and choose the same for your kids, only worse. And smother the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen. And then, take a deep breath. As a director, what was your state of mind? Because you made this movie more than 20 years ago. It was your second film. You were young and kind of inexperimented, and now you won an Oscar. You were the boss of the opening and ceremony at the Olympic Games in London. So, I mean, you were a wise and serious guy. So was it necessary to come back to kind of a state of innocence? Or Yes. And was it Yes. easy too? Yeah, no, it's very, very important actually, and very difficult to do. Because all the experience you get through jobs and stuff like that you mention, they don't help you really. Everybody thinks they do, because they kind of view you differently. They think, oh, but actually they don't help you actually work, not really. I mean, you want to get back to is that state where you are trembling, not quite knowing what you're going to do.
And it's kind of ecstasy, really. It's because it's about to give birth to something and you wait for the actors and then it's like, and obviously you've got ingredients like the script and you've got a set or a location, but actually it's that moment of like, what should we do? And I remember the first thing we shot on this was the scene between Bobby Begbie and Johnny Lee Miller, Sick Boy, in the cellar underneath the pub when they go like that, like gorillas to each other. That had it about, they had that sense of, they were trembling with expectation and ecstasy, and that's the place to be if you can get there, you know? And how did they feel to play these guys 20 years later? Because I was very surprised by the melancholy of the film. I did not expect it. The film's really about boyhood, the first one, and how irresponsible and carefree you are, and you don't care about anything. They don't care about hurting people. They damage people, babies die, a friend died. They don't care. They don't care about time. And now you try to be like that and you can't be. They desperately try to relive that bravado, and it's not quite getting there because they have manhood and there are children around who are disappointed in them as fathers and women who witness to how disappointing they are as fathers, you know, and that's the real thing. They have to somehow come to terms with that. And thankfully, by the end of the movie, they're beginning to. You are an addict. I think I haven't heard that 100,000 times, Mark. You got 12 more steps for my comedy. So, be addicted. Be addicted to something else. Like you're running until I feel sick? Yes. Or something else. You've got to channel it. You've got to control it. People try all sorts. Some people do boxing. Boxing? Well, it's just an example. I don't mean you should... So what did you channel into? Getting away. Making this movie, do you have the feeling that you've closed the door, a part of your life? Or beginning a new one, or...? It's interesting. Well, so Ewan McGregor and I kind of had a bit of a falling out and stuff, and so it was wonderful to be back together again with him. And we really enjoyed that. It was lovely. And that was thanks to him more than anyone, actually. But the final image of the film, which is when he dances in his bedroom, his childhood bedroom, I said to him, listen, if I get knocked over by a bus and I never shoot another thing, and that's I'll be very happy that I sign off with that image of you dancing to Iggy Pop, to a Prodigy remix of Iggy Pop. And he said, oh, don't say that. We've got to make some more films now, haven't we? We've finally got back together again. So in that sense, if you call that a closing of the door, I'm proud that the last little glimpse down the door, through the door, is a good one, yeah. We have a little tradition is to give you the last word of this interview. Oh, right. Here. Yeah. It's not about tweeting or social networks. It's a good old writing thing. Yeah, okay, cool. Cool. Well, it's, so C.S. Lewis said this was the most beautiful word in the English language, which is cellar door. Cellar door. Cellar door. Cellar door. And it's just because it doesn't mean anything, it's the sound of it, cellar door. I like the sound of it. Yeah. Thank you. This is a man's world that we live in. This is a man's world. Cette semaine, Madame et Série fête à sa façon la journée de la femme. Un concept assez flou que nous célébrons avec les filles les plus badass, féministes et culottées du petit écran. If I was a man, they wouldn't be doing this to me. I'd be wearing sweatpants, scratching my nuts, and boning 22-year-olds. En tête de file, Lina Dunham qui raconte le quotidien de 4 vingtenaires new-yorkaises depuis maintenant 7 ans dans Girls. Au fil des saisons, la série a libéré la parole féminine en abordant des sujets souvent tabous de manière naturelle et douce, mais aussi radicale. What? Yeah, just a couple of things I can't do because I had an abortion yesterday. Was it mine? Yeah, of course it was yours. I didn't want to talk about it beforehand, I just wanted to do it. But I haven't shared with boyfriends in the past, so I'm trying to be more open with you.
Dans Broad City, Abby Jacobson et Ilana Glazer incarnent deux copines bien dans leur peau et dans leur époque, collectionneuses de plans d'un soir, de cigarettes qui font rire et de punchlines bien senties. This is so great. Like, why are we waiting for guys to come to us, Alana? Did Amelia Earhart wait to be asked to fly around the world? Definitely not. She asked. And then they said no. But she still did it. And she died? But she, died doing it. Exactly. Féministes jusqu'au bout, des Stan Smith, ces filles sans filtre et sans retenue appliquent la parité à tous les aspects de la vie, y compris à la drague, non sans une belle pointe d'ironie. There's a lot of hot guys here, dude. I'm in. Pour Issa Rae, youtubeuse et créatrice de la dramédie Insecure, affronter les hommes est une remise en question permanente pour laquelle elle ne se démonte jamais. Son miroir devient alors son meilleur entraîneur. Awesome. You hungry? Hey, Tiger. So stupid. Take a drink. Woo! Shot. You gonna take this naughty or not? Take this naughty. Take it. It's too aggressive. Chez toutes ces filles, les clés du bonheur sont la solidarité et l'amitié. On se serre les coudes entre filles à la vie et à la mort, non pas contre les hommes et le reste du monde, mais pour exister au même titre qu'eux, une entreprise qui reste bien difficile. I believe in us. Yeah! Yes, dude! Dude, I would Yes! follow you into hell, brother. I would take you on my shoulders, I'd strap you up, and I'd be like, let's go through hell. Mais attention, solidarité féminine ne veut pas dire apitoiement. Les femmes fortes s'estiment et se livrent le même combat qu'elles livreraient à un homme, comme le prouve VIP, dans laquelle Selina Meyer, vice-présidente puis présidente américaine, n'est pas du tout du genre à se laisser faire. And if I do win, I will have my administration come to your shitty little district and shake it to death like a Guatemalan nanny. And then I'm going to have the IRS crawl so far up your husband's colon, he's going to wish the only thing they find is more cancer. Si c'est une héroïne qui est au premier plan de cette satire politique, la série n'est ni tendre ni complaisante avec ses personnages féminins et en cela, elle les respecte. Ici, les femmes ont un regard lucide et acéré sur la société et le rôle qu'elles doivent y jouer. Oh, nope. Look at that. There's more. You have achieved nothing. Apart from one thing. The fact that you are a woman means we will have no more women presidents. Because we tried one and she fucking sucked. Les séries aiment explorer le sort des femmes en politique et pas seulement les comédies. Créé par Shonda Rhimes, Scandal donne à ses personnages féminins la rage et la force qu'il faut jour après jour pour combattre les inégalités. Reston's saying, I don't have the balls to be president, and he means that literally. It's offensive. It's offensive to me and to all the women whose votes he's asking for. I'm sorry, are you saying that Governor Reston is sexist? Yes, I am. What the hell is she doing? And it's not just Governor Reston speaking in code about gender. It's everyone, yourself included. Excuse me? Ce qui leur donne cette rage et cette force, ce sont tous les combats qu'il a fallu mener et tous les discours d'encouragement que les femmes ont reçus de leurs mères et de leurs alliés pour ne jamais baisser les bras. Des encouragements dont les hommes, eux aussi, ont parfois besoin. Grow the hell up, because that is how it is. The Cyrus Bean I know doesn't hide in his half-empty closet and wet his pants like a little bitch baby. The Cyrus I know is a patriot. He bites the bullet and he does what it takes to serve the Republic at all costs. So I want to know right now, in this moment, who you are. Because the pathetic shell of a person I'm looking at right now doesn't deserve to stand on the presidential seal in the Oval Office, let alone tell the president what to do. Ce que ces femmes nous rappellent, c'est aussi qu'elles mènent la vie qu'elles ont décidé de mener. Le modèle de la gentille mère de famille n'est plus une obligation, mais un choix qu'elles ne sont pas obligées de faire. Love is swell, but it is not something you build a life around. Dans Unreal, les working women sont dangereuses et acharnées. Productrices d'une émission de télé-réalité type Bachelor, Queen et Rachel font passer leur carrière avant tout et ne se laissent jamais marcher sur les pieds. Have you never had to play by anybody else's rules? Oh, okay, I get it. So you're just a spoiled brat. Now it's making so much more sense. I get it. What? Women don't usually talk to me like that. Oh, because you're so devastatingly attractive. Chères femmes du monde entier, une journée ne suffit pas à vous faire honneur et les séries l'ont compris avec ces personnages hauts en couleur à suivre toute l'année.
Soyez fiers de vous et gardez la tête haute, le monde nous appartient. Vive nous! À suivre dans Ciné Série et compagnie, la première réalisation de Grand Corps Malade. Le poète slammer co-signe avec son vieux complice Mehdi Idir l'adaptation de son livre autobiographique Patient, le point de départ, le grave accident qui faillit le laisser paralysé. Leçon de mise en scène autour d'une renaissance dans le screen parfait. La loi des séries déclare son amour au réalisateur David Lynch. Enfin, pas seulement réalisateur, car le créateur de Twin Peaks a bien d'autres facettes à dévoiler grâce au documentaire The Art Life. Et tout de suite, rencontre avec l'électrique, la magnétique Skin, leader de Skunk Anansi, qui avoue ses amours contradictoires, ou plutôt hétéroclites, pour les écrans. Cette semaine, l'Extra Interview reçoit Skin, chanteuse engagée et ultra charismatique du groupe de rock british Skunk Anansi depuis plus de 20 ans. Une femme incassable et inclassable dont la fougue et la rage scénique dissimulent une douceur surprenante. Qu'est-ce qui remue cette féministe sur petit et grand écran? Réponse pour le moins inattendue dans les loges du Bataclan, quelques heures avant le concert du groupe. On your website, I found the perfect first sentence for this interview, which is yours, where you say you have to dip your fingers in other art forms in order to create something wonderful. Yes. So how does cinema fit into this? Because I think that cinema is very cinematic in a way that it's inspirational in terms of creating atmospheres. You know, if you watch a Tarantino atmosphere, you know, he really is amazing at creating this, like, undercurrent, this darkness, this weirdness, this kind of, whoa, what's going to happen next? But then you watch something like, I know one of my favourite movies is Happiness, and I forget the director. It's just surreal, and the colours are blanched out. So I think that is that when you're connecting, when you're thinking of songs, it's the same kind of thing. You're creating an atmosphere in people's heads when you're writing certain lyrics. You're trying to get across to them how you feel about something. So when you create words, when you create melodies, when you create songs, I see it in a cinematic way. You know, I'm thinking of, you know, what's the song? I am falling you. Every time I hear that melody, I think of the desert. You know, yeah. I think of the car in the desert, the petrol station. Baghdad Cafe. Yeah, Baghdad Cafe, you know, and I think that's where you can really, for me, when I think about music, when I think about melodies, I see an image, I see a room, I see a person, I see a shop, I see something. And that's what I'm trying to find the words for. I'm trying to conjure up that image that I see and trying to get everyone else to see the same thing. Doesn't always work. Have you ever, like, watched a movie and run to your notebook and have, like, a song flow into you just thanks to what the story you've Lots seen? of times, or, yeah. I think that sometimes what a movie can do is it can spark something that's in you already. Yes. You know? It sparks, like, a thought. For instance, I just went to see La La Land. For the first 10 minutes, like, oh, God, I'm in a musical. And then after a while, it kind of got moving. And by the end of it, I was like, wow, I really like the way they ended it. I shouldn't spoil it for people, but that's how life is. Life isn't a bed of roses. It doesn't all end up perfectly. Sometimes, like, you're just meeting someone at the wrong time in their life and the wrong time in your life. And that definitely happened to me recently. I met someone who I was with 10 years ago. And actually, now we're in a much better position to be in something together, because when 10 years ago, we were both too crazy. You could just write your own rules, you know, write something that's as interesting as you are. What are you gonna do? I have my own club. Is that gonna happen every time? I think so. You've had songwriters and singers like Eddie Vedder of Pearl Jam doing the soundtrack for Into the Wild, or Alex Turner of Arctic Monkeys for Submarine. Is there a special type of movie you feel you'd like to do the whole music of it, a story you'd like to put a soundtrack on? I would love to do the soundtrack for kind of like an Asian extreme movie. Oh yeah, okay. Because I've kind of like got into genre maybe like the original Old Boy, you know, that around that time.
And I'd just been watching a few movies again, and I thought, oh, it would be so fun to do a soundtrack. Because, you know, the thing about the Aging Extreme is really violent, it's really aggressive, but there's an art form to the art. It's not just aggression for aggression's sake. There's a beauty and an art form to it. But at the same time, they're quite experimental and quite weird movies as well, you know, and they're quite dark. So I think it would be quite interesting to create sound for something like that. Nowadays, many people say it's mostly on television that you find the strongest story that you can find. I don't know, a real-life story of a transgender father in Transparent, or, you know, really go deep in the human relationship. Exactly, do you feel that? I think that this TV has really opened up. It started to open up maybe 10 years ago when you started getting Hollywood actors doing TV shows. And so you were bringing a different kind of edge to TV shows because these people were kind of demanding something a lot deeper, a lot more interesting. And also, I think with the advent of cable, you started having these shows like Breaking Bad that were mainstream television would never have been interested in. One of the ones I loved was Nurse. Did you ever see Nurse Jackie? Yeah, of course. That was fantastic because you thought it was one thing and it just gets weirder and weirder and weirder. And I think that's kind of much more like normal life, you know, in some ways. It's weird and it's experimental and it's like you've got such a great character who's a drug addict, you know. But at the same time, it's like, yeah, there's a lot of personality. When someone's a good person, it's not all of them that is good. Sometimes it's just part of them that's good. And I think that's a really interesting thing to explore. I killed my marriage. I f***ed up my kids. I'm the reason that Eddie has a gun to his head. I think I need to go to rehab. I think you can still count on one hand the shows that are, you know, where you have strong women involved in them, you know. And Hollywood is slowly getting there, but, you know, it's hard to find strong female characters in Hollywood movies nowadays. You studied interior design. Yes. Do you think it might have shaped, maybe in a way, your rise as a movie watcher? I think that definitely shaped my design sensibilities and my connection to movies, because as a student, what you do, you sit there and you watch the latest movies. And I love all movies. I love old movies, you know. I like to watch movies at a certain time. So, like at Christmas, I have to watch 2 movies every Christmas. I have to watch The Sound of Music. Yeah. And I have to watch My Fair Lady. Really? Every Christmas? Every Christmas. Christmas is not Christmas until I've seen those 2 movies. Because they're so Christmassy to me. Yeah. And then this time I watched It's a Wonderful Life, which I'd never seen before. And my friend said, oh, you've got to go and see it. So we went to a really nice cinema and we watched A Wonderful Life, which was absolutely brilliant. And now it's my new Christmas movie. So for 3, My Fair Lady, Wonderful Life, and Sound of Music. Yeah. That's sweet. Yeah. I like the idea. I know, because I like soppy movies too. Quelles scènes et personnages Skin avait-elle en tête en composant An Architecture, le dernier album du groupe? On laisse votre imagination en décider. David Lynch, père de la télévision moderne, a changé le monde du petit écran en 1990 avec Twin Peaks, série digne du cinéma bien avant Les Sopranos et Breaking Bad. Un cinéaste discret qui se raconte dans le très beau The Art Life, documentaire fleuve qui a nécessité 4 ans de travail et se regarde comme une boîte à souvenirs. À travers ce beau film, on comprend à quel point David Lynch nourrit ses œuvres de ses souvenirs et traumatismes d'enfance, et les liens se tissent tout naturellement entre ses peintures, ses montages photos, ses films et ses séries. Et comme nous sommes follement amoureux de Twin Peaks, c'est cette dernière que nous avons vu se dessiner sous nos yeux, dans l'atelier du metteur en scène, à commencer par ce trio de griffes à collier. Le générique mythique de Twin Peaks se retrouve également dans ces hautes cheminées que Lynch imaginait la nuit, durant le tournage de son premier film, Eraserhead. Around me was the factory neighborhood, and I'd imagine it, and it was so real. And sometimes it would rain, and I'd hear this rain, and I'd be in this room, and I knew what the streets were like out there and the diners. It was really dark and filled with smoke and big factories,
huge smokestacks, fire and smoke and steel. David Lynch a grandi à Spokane, une ville de 536 000 habitants située à l'est de Seattle, dans l'État de Washington. C'est également dans cette région que se trouve la ville fictive de Twin Peaks, bordée par la forêt. Une ville où chaque bloc et chaque maison abrite des secrets et des histoires. Like I said, maybe, my world was no bigger than a couple of blocks up until high school. Really no bigger than a few blocks. And that's why I say huge worlds are in, those 2 blocks. Huge. Everything's there. Everything. Cette ville, véritable moteur d'imagination, est aussi celle du cauchemar pour Lynch. Un soir, alors qu'il jouait avec son petit frère devant sa maison, une apparition horrifique les tétanise. I don't know what we were doing, but from across Shoshone Avenue, out of the darkness comes this, kind of like a strangest dream. Because I'd never seen an adult woman naked. And she had beautiful, pale white skin. And she was completely naked. And I think her mouth was bloodied. Nous pourrions tenir ici une des images annonciatrices de Twin Peaks. Cette femme mystérieuse pourrait s'être dédoublée pour devenir Laura Palmer, jeune prom queen dont le corps a été retrouvé nu dans une bâche en plastique, et Ronette Pulaski qui déambule tel un fantôme sur un pont suspendu après son agression par le terrifiant Bob. Dans une succession de peintures assemblées par les réalisateurs du documentaire, nous retrouvons les images qui deviendront symboliques de Twin Peaks. Les bois denses dans lesquels se déroulent les scènes les plus obscures et étranges de la série, le collier d'amitié de Laura enterré par sa meilleure amie, Donna, et son amant, James, le mot « fire » de « Fire Walk With Me », et la chambre rouge dans laquelle l'agent Cooper est transporté dans ses rêves. Le documentaire se clôt sur un poème écrit et illustré par Lynch qui pourrait être le pitch onirique de Twin Peaks. On y devine la maison de Laura, paisible en apparence mais habitée par les ténèbres. Puis arrive Bob, le meurtrier de Laura aux yeux exorbités se précipitant sur elle. Ce même Bob qui, à l'approche de la splendeur de Laura, se voit lui-même. Ce reflet, c'est celui de Leland, père de Laura, son véritable meurtrier sous le masque de Bob. Twin Peaks a-t-elle grandi en Lynch depuis sa plus tendre enfance pour qu'elle se sente dans chacune de ses œuvres, ou vit-elle si fort en nous que nous la voyons partout? The Art Live nous invite et vous invite à vous questionner et trouver les clés qu'il vous manque pour faire la lumière sur un cinéaste aussi sombre que flamboyant. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Le slammer, grand corps malade, de son vrai nom Fabien Marceau, s'est fait une place dans le monde de la chanson, autant pour son écriture, pour son timbre de basson, que par son histoire qui nous touche un destin qui bascule à l'âge de 20 ans et le précipite dans un centre de rééducation pour handicapés lourds suite à un accident qui aurait pu le laisser paralysé à vie. Cette histoire devient aujourd'hui un premier long métrage qu'il met en scène avec son complice Mehdi Idir, réalisateur de ses clips. Grand corps malade, bonjour. Bonjour. Bonjour Mehdi Idir. Bonjour. Comment on présente votre binôme? On dit 2 réalisateurs, 1 voix, on parle de gémelléité, on dit quoi? Les acteurs, ils ont dit 1 cerveau pour 2. On ne sait pas comment on doit le prendre. Après, t'as pas assez de force dans le muscle qui est le psoas, direct, qui te vient de la ramener, donc t'es comme ça. D'accord. Mais la jambe gauche un peu plus avancée. Ouais. Pour justement. Et pour que nous, on puisse le voir. Ok, on coupe. Que ce soit Emmanuel Berco avec La fille de Brest ou Catel qui les verrait quand elle fait Réparer les vivants, toutes les deux m'ont dit la difficulté de mettre en image, de mettre en scène l'espace médical, ces murs blancs, l'absence de couleur. Quelle était la première difficulté que vous avez dû résoudre pour mettre en scène ce film?
C'est un centre hospitalier très particulier, Koubert, dans lequel on était. Ils ont décidé de faire un centre sur un étage. Tu vois, ils ont préféré faire des longs couloirs en se disant, comme c'est un centre de rééducation, en disant on va faire des longs couloirs de 300 mètres. Et du coup, dès qu'on est arrivé, dès qu'on a vu ces longues perspectives, finalement, c'est très beau. Notre réalisation suit l'évolution physique de Ben, mais qui dit évolution physique dit évolution de rapports sociaux. C'est-à-dire qu'au départ, il est dans sa chambre, il ne peut pas sortir, il est que alité. Donc son espace social est très cloisonné, très restreint. Et donc ça joue sur notre cadre. Notre cadre va être très serré. On va avoir peu ou pas du tout de mouvement de caméra, des fois avec des plans légèrement désaxés, voilà, pour correspondre un petit peu à l'état physique de Ben, qui voit tout un peu voilà, allongé et il ne voit pas grand-chose finalement. Le gros déclic, c'est quand il va passer en fauteuil roulant. Et voilà, c'est drôle, parce qu'un fauteuil roulant, normalement, ça ne fait pas rêver. Bah là, lui, c'est le sésame vers la liberté. Il va dans ce fauteuil roulant électrique, et là, pour la première fois, on a un premier plan séquence où on le suit dans le couloir, la caméra s'arrête, et lui, il s'éloigne, et pour la première fois, on va élargir le cadre. C'est vraiment le déclic qui va, à partir de ce moment-là, nous permettre à la fois d'avoir des cadres beaucoup plus larges et surtout de se permettre des mouvements de caméra plus complexes. Et d'un seul coup, c'est pas un hasard si au bout de ce couloir, il rencontre Farid et là, ça y est, la vie sociale va reprendre. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. On avait une idée, un principe de base dès qu'on a rencontré notre chef opérateur et qu'on l'a choisi, on lui a dit on veut que ce soit joli. Le contexte de notre film est super lourd. On pourrait passer 1h45 sur un ton très glauque. Bah, c'est pas le cas. On a voulu que le ton de notre film soit plein de vie, soit drôle, beaucoup d'autodérision, etc. Pour l'image, c'est pareil. L'image, on aurait pu faire un peu caméra à l'épaule, un peu documentaire, avec pas de travail sur la lumière et faire une image un peu glauque parce qu'on est dans un hôpital avec des handicapés. Et ben, c'était pas notre parti pris. On s'est dit, on est dans un hôpital, mais on a le droit aussi de kiffer l'image, de se dire, putain, là, il y a des beaux plans, des beaux contrastes de lumière. On joue sur les fameuses perspectives, les profondeurs de champ avec ces couloirs interminables. On joue sur ces néons un peu jaunes à l'intérieur qui contrastent avec le bleu nuit de l'autre côté de la vitre. Donc voilà, notre chef opérateur, évidemment, en tant que chef op, il était ravi d'entendre ça. Je te cherchais. Oh putain, ça me fait plaisir de te voir, toi, t'as pas idée. C'est vrai? Non, pas du tout. Si, Dans cet extrait, Fabien, arrêtons-nous sur les points de fuite dessinés par vos cadres. D'ailleurs, on se rend compte d'une forme de déséquilibre. Sur elle, vous faites le choix d'une amorce définie par le cou du protagoniste avec une ouverture de champ, juste derrière. Sur lui, l'amorce est plus grosse et obstrue la perspective. Qu'est-ce qu'on peut y lire? C'est un peu ce qui va se passer à la fin entre eux. Cette idée qu'elle soit plus ouverte, tournée vers l'avenir, et que son avenir un peu, entre guillemets, amoureux à lui est bouché par elle, pour des raisons qu'on racontera pas. Découvrir. Mais c'est un peu ça, c'est exactement ça. Il y a un mouvement d'appareil qui revient souvent dans votre travail, c'est le travelling avant et le travelling arrière. Qu'est-ce qu'il raconte de votre histoire? Alors la première chose, c'est que ce travelling avant ou ce travelling arrière, il ne se fait pas avec un steadicammer, il se fait avec un appareil qu'on appelle une dolly, qui est voilà, un chariot, la caméra est posée sur un chariot. Et ça, c'est la première chose, c'est que du coup, ce mouvement, non pas d'un mec qui marche, même si avec un steadicam c'est plus fluide, mais ce mouvement de rouler, eh ben, c'est exactement le même que tous nos fauteuils roulants. Donc la caméra, pendant tout le film, elle est toujours sur cette dolly, pratiquement. Et donc du coup, on est un peu on est nous aussi un fauteuil roulant. Donc ça, c'est la première chose. C'est les mêmes mouvements que nos protagonistes pendant tout le film. Après, bon, ça dépend des travelling avant et des travelling arrière. Il y a des travelling avant très lents, justement pour créer instinctivement une espèce de petite tension et pour se recentrer sur un personnage. Il y a des travelling arrière, je pense par exemple à la panne de fauteuil. Normalement, la chambre, c'est un endroit qui est assez restreint. Et ben là, il y a un travelling arrière pour montrer à quel point, finalement, même cette chambre, une fois qu'il est coincé en fauteuil roulant, qu'il a accès à aucune sonnette et qu'il peut appeler personne, et ben là, c'est un travelling arrière pour lui montrer que même cette chambre, elle paraît immense, tellement il se sent seul au monde et qu'il appelle des gens et que personne ne vient et qu'il est bloqué au milieu de sa chambre sur son fauteuil. Dans cet extrait, il y a un travelling arrière. Dans cet extrait-là, oui. Si on le concrétise, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? C'est la pudeur du personnage et notre pudeur de dire on va les laisser tranquilles. Ils se touchent à peine la main et là on recule et on recule énormément pour les laisser tout petits dans ce couloir. D'ailleurs on a simulé le couloir n'est pas si long que ça, c'est-à-dire qu'on a reculé nous. Mais on n'a pas le droit de le dire. On a reculé nous mécaniquement.
tu vois. Et on aimait bien cette perspective. Et en fait, en post-prod, on a dit à Mika, notre chargé de post-prod, effets spéciaux, s'il pouvait nous faire un mouvement infini, en fait. Donc, il l'a accentué, en fait, pour faire un espèce de couloir infini où tu as l'impression que le truc fait 1 kilomètre. Ça s'arrête jamais. Et puis, nous, ce qu'on voulait, c'est, tu vois, sur le beat, c'est couper pour reculer, tu vois, faire des jump cuts pour reculer de plus en plus, pour montrer qu'on les laisse encore plus rapidement. Voilà, c'était l'idée, en tout cas. Attention, action. Ce film-là, on a toujours, que ce soit au moment de l'écriture, de la mise en scène, du montage, on a toujours été dans le truc de chercher la bonne distance. On est évidemment, j'espère, vous l'avez vu, pas du tout jamais dans le pathos, dans le mélo, mais en même temps, il y a des moments durs, il y a des scènes très émouvantes, et en même temps, il y a plein de vannes, mais on n'est pas non plus dans la comédie tarte à la crème. Voilà, c'est ces travelling, ces mouvements avant-arrière, c'est toujours pour chercher la bonne distance par rapport au ton du film, par rapport à ce qui se passe dans un centre qui accueille des personnes lourdement handicapées, par rapport à la pudeur de nos personnages. Voilà, il y a toujours ce travail de chercher la bonne distance. Mehdi Idir, Fabien, pourquoi filmez-vous? Pourquoi on filme? Moi, j'ai l'impression qu'on filme pour montrer des visages. Rendez-vous à la galerie Anne-Dominique Toussaint pour y découvrir une exposition signée Cédric Clapiche, un cinéaste pour qui, je cite, la photographie est un moyen de réfléchir au cinéma entre deux films. Nature humaine, c'est une série de clichés réalisés pour la plupart à l'occasion du repérage de son nouveau long métrage, Ce qui nous lie. Et c'est aussi, comme son titre l'indique, une réflexion sur la présence-absence de l'homme au sein de la nature. Histoire de voir le monde autrement que par le petit bout de la lorgnette, je vous invite à découvrir un magnifique documentaire qui montre une fois encore qu'être femme ne signifie vraiment pas la même chose d'un pays à un autre. Gulistan, terre de roses, c'est le combat des femmes peshmerga contre l'État islamique au Kurdistan. Des héroïnes étonnantes de beauté, de sagesse, de jeunesse souvent, et qu'on suit de l'entraînement aux zones de guerre. Et comme dans Ciné, Série et compagnie, on aime vraiment tous les cinémas, on se quitte avec une autre pépite dans un style différent. Monsieur et Madame Adelman, premier film réalisé par Nicolas Bedos. Une histoire d'amour sur plus de 40 ans entre un écrivain et la femme de sa vie. C'est drôle, cruel, enlevé, et on y découvre une future grande comédienne, Dora Tillier, également co-scénariste de ce brillant jeu du chat et de la souris sentimental. Allez, salut. Victor et moi. C'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte, là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche-toi. Un fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrasait le visage comme ça. Ah! T'appelles ça une copine, John? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, Claude, je t'en supplie, souris-moi. Elle picole en plus? Moins que votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman, bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman? Oui. C'est qui? Tu vois, quand j'ai commencé, on disait que j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Là, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres, là. Souris-moi. T'es la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing? Merde! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense. Pas trop vite, mon amour. Il est où? Il arrive, là, madame. Non, mon mari! Tout sauf l'ennui. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien.